And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. Trust the process. Trust the process. C'est déjà le temps du 6e épisode de la saison de Processus et aujourd'hui, le facteur russe occupe beaucoup l'attention de nos panélistes. Martin Thériault, Marco D'Amico, comment allez-vous, messieurs? Ça peut pas mieux se passer. Il est toujours très excité d'être là. Ça va très bien. On est en plein dans le début de saison, en série dans la MLB. Il y a le basket qui va commencer bientôt. Il y a toujours du fun dans le football. C'est le montant favori de l'année en termes de tous les sports qui commencent en même temps. Ouais, c'est quand tu rentres à la maison, tu dis bon, qu'est-ce que t'as regardé aujourd'hui? Ben ça, puis ça. OK, finalement, je m'occupe des enfants. C'est pas mal ça, oui. Ouais. Moi, c'est une question de combien d'écrans est-ce que je vais mettre devant moi aujourd'hui. Oui, exact. On a l'embarras du choix là-dessus. Beaucoup de choses dans l'environnement du Canadien. Qu'est-ce que serait le Canadien sans de nombreuses nouvelles à tous les jours? On va aller faire un petit survol de ça. Parler un petit peu du Rocket de Laval aussi qui a ouvert sa saison locale. Quand même un bon départ pour le Rocket à nouveau cette année. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu d'ailleurs la saison dernière. Puis l'équipe a terminé au premier rang de la saison. Un jeune espoir du Canadien qui connaît un bon départ en Russie. Puis c'est le match des espoirs de la LHJMQ qui a lieu cette semaine du côté de Sherbrooke. Alors on fait un petit tour d'horizon de ce qui attend les amateurs du côté de Sherbrooke pour cette semaine de hockey. Alors on est prêt, c'est parti pour Processus, épisode numéro 6. D'abord avec le Canadien, messieurs. Ivan Demidov, il faut adresser un peu notre attention sur son départ. Il a été, pour moi, sensationnel dans le match de samedi contre les Rangers. Toute une performance pour Demidov. Mais il y a certaines choses qui déplaisent aux gens, notamment sa place sur l'avantage numérique. Curieux de vous entendre sur cette perspective-là. D'abord, Marco. En fait, il n'y a rien qui fait en ce moment qui déplaît aux partisans. C'est plus son utilisation. Ouais. Puis je comprends aussi parce que tu le regardes jouer et clairement, après Cole Caulfield, c'est l'attaquant qui se démarque le plus avec le Canadien de Montréal. Donc, tu veux le voir jouer davantage. Et sans faire de jeu de mots, c'est en avantage numérique sur la première vague que le monde veut le voir jouer et aller à l'œuvre. Parce que c'est pas par chance que samedi, Suzuki a joué les deux vagues de l'avantage numérique. Et pouf, il y a un but sur le deuxième avantage numérique et pas la première. Parce que, selon moi, encore une fois, même si j'aime beaucoup Zachary Bolduc dans le fameux bumper, je trouve que ça fait mal à cette vague-là en termes de sa mobilité, de toujours chercher le petit jeu au centre de la glace, tandis que quand Nick Suzuki jouait la même position, il fait un peu comme un rover, comme on dit en anglais. Donc, un gars qui est capable de monter avec la rondelle, descendre avec la rondelle, aider à gauche, aider à droite. Donc, toujours en mouvement, ce joueur-là. Je trouve que Suzuki est mieux pour ça, avec la stratégie ultime du Canadien de Montréal sur la première vague, compte tenu que Lane Hutson n'est pas nécessairement vu comme quelqu'un qui va être une menace en termes de tir de la pointe. Donc, si c'est le cas, tu dois ouvrir le jeu plus bas. Et donc, tu dois avoir deux menaces du côté gauche et du côté droit des cercles. En ce moment, ils ne l'ont pas. Donc, c'est pour ça que je pense que le monde le voit, aimerait le voir jouer davantage et avoir un Demidov au cercle gauche de la première vague de l'avantage numérique, Slavkovski devant le filet, Nick Suzuki dans le centre. Je pense que là, tu aurais une belle base. Puis c'est pas comme si on n'a jamais vu cette combinaison-là. On l'a vu durant les séries. Ils ont marqué 2 buts. Ouais. On se souvient après que Patrick Laine se fut blessé. Donc, on sait que ça fonctionne déjà. Et je pense qu'avoir un Zachary Bolduc sur la deuxième vague irait beaucoup aider cette deuxième vague-là dans les récupérations de rondelles. Tu pourrais lui mettre dans le bumper, tasser Kirby Dach, qui n'a absolument aucune affaire dans un bumper, au cercle gauche où ce que Ivan Demidov jouait. Et là, tu as 2 bonnes vagues où ce que tu as tous les joueurs dans leur force et tu vas être capable de voir qu'est-ce que ça te donne. Donc, Suzuki, est-ce que tu penses que c'est une solution durable de jouer sur les 2 vagues Non. ou ce n'est que temporaire Non. parce que à la dernière minute, on a appris que Laine et Dach ne joueraient pas samedi? Écoute, moi, à long terme, non. Puis j'ajouterais, on se souvient bien comment Suzuki a fini la saison l'année passée. Oui, il a marqué 89 points, mais il avait l'air brûlé durant les séries. C'est la même chose avec Samuel Montembeault. Il avait l'air brûlé, lui, rendu en série après avoir joué 62 matchs. Assez incroyable en termes de matchs joués. Donc, si tu veux connaître du succès, vaut mieux pas brûler tes joueurs dès le début.
spécialement Suzuki, lui, qui essaie de se tailler une place avec Équipe Canada aux Olympiques. C'est certain que lui, il va se donner au bout. Et en plus de ça, de se donner les 2 vagues de l'avantage numérique, à 5 contre 5, en ce moment, on l'utilise comme étant le trio shutdown. Si tu regardes, ils sont toujours jumelés avec les meilleurs trios adverses, même à maison. Donc, ça veut dire qu'il est en train de faire, dans le fond, tout pour le Canadien en même temps. Donc, moi, personnellement, vu que c'est du day-to-day avec Laine puis Doc, on verra qu'est-ce que ça va donner parce que, oui, il manque de l'effectif. Mais je sais pas, Marty, qu'est-ce que t'en penses? Moi, personnellement, je suis pas à l'aise de garder Suzuki là pendant un long bout. Tu as d'autres joueurs que tu peux rappeler. Il y a des jeunes qui peuvent prendre de la responsabilité sur l'avantage numérique. Vaut mieux leur donner une opportunité et de vraiment mettre toutes les chances de ton côté avec Demidov sur le premier avantage numérique. Ben, c'est sûr que tu veux pas, idéalement, surtaxer un unique Suzuki, l'utiliser sur les 2 vagues et le faire jouer à outrance, lui donner 25-26 minutes, parce que, comme tu dis, Marco, à un moment donné, tu vas brûler des cartouches. Si tu veux atteindre les séries, ben, il risque d'être fatigué. Sauf que là, en même temps, puis ça, ben, on en parle depuis le début de l'été, ça a été l'un des... J'étais premier à savoir, Marco, le fameux dossier du 2e joueur de centre. Malheureusement, quand t'as pas la profondeur à une position, ben malheureusement, si tu veux donner les meilleures chances de gagner immédiatement, là, à court terme, dans les 5 ou 10 prochains matchs, il t'a comme pas le choix de le faire. Et là, en plus, la blessure de Kirby Dach, on va souhaiter que ce soit pas trop sérieux, qu'il puisse revenir assez rapidement. Mais malheureusement, si t'es Martin Saint-Louis, est-ce que t'as vraiment confiance d'amener de l'attaque avec un... Tu sais, Kapanen est très, très bon depuis le début de la saison, mais est-ce qu'il est capable de t'amener cet élément-là offensif, vraiment la coche de plus qu'un Suzuki ou qu'un 2e joueur de centre pourrait t'apporter? Et je pense que non. On l'a vu un peu contre les Rangers, où le Suzuki a quand même été bon. Un gars comme Jake Evans a eu un bon match, mais est-ce qu'il a été efficace dans le support de ses coéquipiers? Est-ce qu'il a été capable de transporter la rondelle d'un bout à l'autre? C'était pas cet élément-là qui a fait la force. Puis honnêtement, la perte de Dach s'est fait sentir dans le match contre les Rangers, j'ai trouvé. Ça faisait en sorte beaucoup qu'on n'était pas capable d'exploiter la zone neutre à fond. Et ça faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de revirements. Les Rangers étaient très solides le long des rampes, étaient capables de récupérer beaucoup de rondelles. Donc, malheureusement, à un moment donné, si t'es Martin Saint-Louis, tu te fais avec l'effectif que t'as. Si ça donne que t'as simplement un joueur de centre de haut niveau, ben, t'as pratiquement pas le choix de le surutiliser. C'est là qu'il faut pas oublier non plus. Oui, les Canadiens sont à une étape supérieure, mais ils n'ont pas encore les morceaux non plus pour dire on est une équipe dominante et il y a quand même des trous. Parmi les éléments qui ont retenu l'attention beaucoup en début de saison dernière, c'était l'utilisation de Lane Hudson sur la 2e vague de l'avantage numérique. Sans dire que les situations se ressemblent, celle de Hudson et celle de Demidov, mais il y a peut-être un petit pattern de respect envers la formation déjà en place avant de tout donner aux jeunes aussi. Je suis d'accord avec ça, mais le problème, c'est que Demidov a fini les séries sur la première vague de l'avantage numérique. S'il faut mériter, me semble qu'il l'a déjà fait. Si tu étais prêt à le mettre dans une situation do or die, avec aucun lendemain, et tu l'as sur l'avantage numérique... L'année était blessé en série, là, ça peut être... Mais l'année, il n'y a pas sa première vague à Noé. Non, c'est donc, ça. On est rendu à un point où parce que vraiment, la personne que tu tasserais de l'avantage de la première vague serait Bolduc. Ouais. Puis là, est-ce que on va vraiment se dire que les 70 matchs que Bolduc a de plus que Demidov va compter comme le placer en priorité? Je pense pas que c'est comme ça que ça nécessairement que ça devrait fonctionner. Ce qu'on voit actuellement, c'est vraiment Demidov qui ressort en avantage numérique beaucoup plus que Bolduc, qui a un rôle pour être placé devant le filet. Je pense qu'il est taillé puis sur mesure pour ce rôle-là. Ça, j'ai pas de problème. Pas devant le filet, je trouve, parce que là, t'enlèves son élément de tir. Puis c'est ça qui a tellement fait exploser ses chiffres offensifs à Saint-Louis. Si tu regardes, c'était son fameux rôle dans le bumper sur la première vague de l'avantage numérique de Saint-Louis. Et c'était Robert Thomas qui faisait des petites passes du cercle gauche directement à Bolduc, qui lui faisait juste déclencher des tirs. Ouais. Mais tu peux pas utiliser cette arme-là si tu le mets devant le filet. Tandis que Juraj Slafkovský, quasiment la moitié de ses buts en carrière viennent de déviations ou de buts autour du filet. Donc, c'est sa force. C'est pas sa force de l'utiliser au cercle gauche comme option de tir parce que, un, il dégaine pas assez vite encore, et deux, la puissance de son tir n'est pas là. Tandis que Demidov, lui, on le sait qu'il est capable de le faire. Et s'il n'est pas capable de le faire, il y a d'autres éléments dans son jeu, il y a d'autres couches dans son jeu qui pourraient l'aider à trouver d'autres moyens de créer de l'espace ou créer de l'offensive. Donc, pour moi, il est mieux taillé, Demidov, pour jouer au cercle droit.
Slavkovski devant le filet, Suzuki, bumper. Et si tu peux mettre un gars comme Bolduc sur la deuxième vague de l'avantage numérique, ça va juste améliorer le sort. Quand Laine revient, tu vas avoir Bolduc, Laine et Dobson comme option de tir. Ça va ouvrir les lignes de passe par nature et ça va simplifier la tâche pour qui? Kirby Dach qui va prendre la place. Il va glisser du bumper, il va prendre la place à Demidov au cercle droit. Ça va simplifier la tâche parce que lui, il va viser, parce que c'est un droitier, il va être capable de viser en étant latéral, tous ces trois hommes-là que je viens de nommer, et il va avoir l'opportunité de créer de l'offensive avec ça. Et sinon, tu as toujours un Brendan Gallagher ou un Alex Newhook, un Oliver Kapanen qui va compléter cette vague-là, qui, eux autres, vont être capables d'aider avec la récupération de rondelles et le mouvement de la rondelle. Moi, je pense que c'est Gallagher, encore l'option, la meilleure option à ce niveau-là. Moi, ça me dérange pas. Le Gallagher connaît un très fort début de saison. Il y a du gaz, le vétéran. C'est début, c'est tôt encore, mais il me semble revigoré par ce qui se passe chez le Canadien. La relance de l'organisation, ça a donné du pep à Gallagher. Tant qu'on met de la suprême dans le tank, ça devrait être correct. Ouais, c'est ça. Exact. En espérant qu'il reste en santé. Demidov, moi, ce qui m'impressionne, c'est que là, je sens une progression aussi à 5 contre 5. On le remarque encore plus. C'est sûr qu'il est high risk un peu. Il me fait peur de temps en temps, mais en même temps, ça va arriver, là, qu'il va perdre une rondelle, ça va devenir un revirement, puis ça va coûter un but. Mais honnêtement, je préfère ça, mais qu'il garde son instinct de vouloir faire la différence que d'y mettre les freins. Je sais pas ce que t'en penses, Marty. Ben, c'est sûr. Je pense que tu veux pas le ralentir. Puis je pense qu'à quelque part, on le voit un peu dans la gestion que Martin Saint-Louis en fait. Regarde le match contre les Rangers. Offensivement, il était absolument incroyable. Mais parfois, il y a des situations où c'était peut-être un peu plus à risque, où il a peut-être un peu plus fait mal. Je pense qu'à un moment donné, il y a un revirement qui a mené à un but du côté des Rangers. Mais Martin Saint-Louis, il continue de le réutiliser, de le renvoyer. Et à un moment donné, Ivan Demidov, surtout dans ce match-là, selon moi, était le meilleur attaquant. Tu veux donner des meilleures chances de gagner, tu veux donner des meilleures chances de revenir dans le match, ben utilise un Demidov. Moi, j'ai hâte de voir, par contre, il y a vraiment une différence marquée, je trouve, en ce moment, entre son jeu à l'étranger et son jeu à domicile. C'est normal, on le voit, c'est un joueur qui se nourrit beaucoup de l'énergie de la foule. C'était la même chose lorsqu'il était dans la KHL, lorsqu'il jouait dans le Scar Arena, qui est le plus grand amphithéâtre au monde. Il se nourrissait de tout ça. C'est un gars de spectacle, c'est un gars qui veut en donner aux partisans. Là, lorsque tu te retrouves dans un amphithéâtre comme, je dis n'importe quoi, de New Jersey, où là, c'est toujours n'importe quoi. T'as 14 000 ou 15 000 spectateurs, qui là, l'ambiance est moribonde. Là, c'est là qu'il faut qu'il se motive un peu plus. Le fait que l'entraîneur-chef peut choisir ses paires défensives pour l'affronter également. Et là, je trouve que Demidov, en tout cas dans les matchs qu'on avait à l'étranger, souvent, c'est pas simplement de sa faute. Je pense qu'il y a également le fait que le joueur de centre ne l'aidait pas nécessairement. Se retrouvait beaucoup face à 2 ou 3 joueurs adverses sous pression. On l'immobilisait le long de la rampe. Il devenait complètement inutile, alors que dans les matchs à domicile de la semaine dernière, ce que j'ai trouvé qui était plus efficace, c'est que Demidov avait plus premièrement, de temps en zone neutre, il était plus capable parce que Demidov, lorsqu'il vient temps de changer de position, il est hallucinant, c'est un des meilleurs joueurs de la LNH pour ça. Et là, c'est là qu'il était capable justement de changer de position, repérer un coéquipier, se retrouver en zone adverse, créer une tonne de choses. Et ça, c'est le gros changement qu'il y a eu par rapport à ces matchs à l'étranger. Est-ce que c'est un ajustement ou c'est vraiment qu'il est plus à l'aise à domicile par rapport au match à l'étranger? Ça, on verra bien. On a eu une conversation avec Alex Newhook après le match d'ouverture, où Alex Newhook avait marqué un but avec Ivan Demidov que lui a freiné au cercle droit. Puis j'en avais parlé, j'ai dit, est-ce que vous aviez travaillé ce jeu-là? Il dit, Demi travaille ses jeux, oui, mais nous autres, comme trio, on s'est dit qu'il faut apporter un peu plus de support. Je pense que c'était quelque chose qui se sont fait dire durant le retour de Chicago à Montréal la semaine passée. Et on l'a vu, beaucoup plus de support. Puis spécialement de la part de Newhook. Maintenant, est-ce que ça finit? Est-ce qu'il y a du finish là-dedans? Pas nécessairement, même si Kapanen fait partie de ce trio. J'aime ce qu'on voit, mais comme tu l'as dit, ça tardait à venir donner du support. Moi, je pense que ce qu'on a vu d'Ivan Demidov samedi, c'est que non seulement est-ce qu'il y a eu du support, mais il y a eu du support pour quoi? Parce qu'il s'est donné le 2 secondes de plus en se bataillant pour le contrôle de la rondelle. Il utilisait son corps pour protéger la rondelle pour ensuite faire le jeu. Ce 2 secondes de plus-là, Kapanen était en place, Newhook était le long de la bande, il était capable de faire un jeu.
Puis c'était là où c'était beaucoup plus fluide. Donc, oui, il y a une partie du jeu que c'est les coéquipiers maintenant qui se sont un peu ajustés, mais je vois un ajustement de Demidov le long des bandes, la façon qu'il utilise son corps, son physique, le fait qu'il n'a pas peur de jouer sa game. Puis honnêtement, en termes de ses fakes, d'aller de gauche à droite, c'est quasiment l'attaquant Lane Hudson dans ce contexte-là. Il est tellement capable de se faire de la place que là, ce que j'aimerais voir de la part de son trio, c'est OK, mais foncez au filet. Si tu sais que Demidov est là, tu es là comme support, puis il est capable de se défaire de sa couverture, mais là, tout le monde doit foncer vers le filet. Parce que tu sais que la rondelle s'en va là. Il n'a pas peur d'apporter la rondelle dans la zone payante. À 19 ans, un joueur européen qui arrive et qui est capable de faire quelque chose comme ça, pour moi, là, c'est des habiletés, des skills qui sont transférables à la Ligue nationale, que quand tu le vois, ces habitudes-là, tu sais que le succès à long terme va venir. Donc, pour moi, toutes les habitudes sont là. Tout ce que je veux voir de lui à 5 contre 5 est là. On parlait juste de son jeu défensif, puis j'aimerais te parler là-dessus parce qu'il y a eu des beaux replis de Demidov samedi. Oui. Puis c'est ça, tu sais, on n'en parle pas beaucoup parce que on veut focusser vraiment sur l'offensive, mais son jeu tout est vraiment en train de prendre à chaque étape. Mais Demidov, défensivement, les erreurs, là, c'est pratiquement d'une fraction de seconde. Ouais. C'est, disons, il manque un petit peu d'attention pendant une fraction de seconde. Puis là, ça libère un joueur. Tu sais, dans la Ligue nationale, tout se passe très rapidement. Tu peux pas te permettre de faire ce genre d'erreur-là. Mais tu sais qu'avec l'expérience, avec le fait de voir de plus en plus de vidéos, de travailler avec les entraîneurs, faut pas oublier qu'il débarque aussi de la Russie. Il n'y a même pas encore 2 mois d'action en Amérique du Nord. C'est sûr qu'il va travailler ça. C'est sûr qu'il va être plus à l'aise. Tu sais, au moins, il y a une volonté. Tu sais, si tu es pourri défensivement, mais qu'au moins il y a une volonté, tu vois, qu'il veut travailler, tu vois, qu'il veut... Je n'ai pas de problème, je pense qu'il va y avoir quelque chose à faire. Donc, je pense que ce que tu mentionnes, Marco, par rapport à Demidov, c'est exactement ça. C'est une question de mini détails, puis je suis pas inquiet que ça va s'améliorer, puis de toute façon, le talent offensif est trop supérieur pour commencer à reprocher son jeu défensif aussi. Mais il fait pas mal au club. Ouais. À 5 contre 5, il fait pas mal au club. Et c'est ça que j'aime le plus dès le début. Si t'es un joueur positif dans les buts anticipés contre, ça veut dire que si t'es capable de jouer à 5 contre 5 et que ça soit pas négatif contre toi, t'es déjà en business pour une recrue. Mais en plus d'avoir le talent offensif de Demidov, déjà, tu vois, c'est un des meilleurs attaquants du Canadien de Montréal à son 14e match, 13e match. C'est déjà incroyable. Donc, pour moi, tant si longtemps que le jeu à 5 contre 5 peut continuer à améliorer, Martin Saint-Louis nous l'a dit, si tu es capable de couvrir cette base-là, l'offensive va venir. Parce que, puis comme on le voit avec le Canadien depuis le début de la saison, la contre-attaque semble être la force de cette équipe-là, avec la brigade défensive puis les alliés qu'ils ont. Là, il suffit juste de trouver une balance à 5 contre 5 entre les trios, puis je pense que ça devrait être correct pour Demidov. Mais honnêtement, je pense qu'on en revient toujours à ça. C'est vraiment l'utilisation sur l'avantage numérique qui, selon moi, va faire la différence pour lui en termes de sa production. Ah ouais, ça c'est évident, ça c'est clair. Ça finira par connecter. Moi, je suis vraiment pas inquiet là-dessus. Ce qui est plus inquiétant que le cas d'Emidov, pour moi, c'est le cas de Caden Goulet. Goulet, vous le savez, là, je suis un fan de Caden Goulet, je m'en suis jamais caché. Je trouve que ce gars-là apporte quelque chose d'important dans une équipe de hockey. T'es bien mieux de l'avoir de ton bord que de l'autre côté. Il t'apporte beaucoup d'intangibles dans une formation parce qu'il amène sa présence, son aura, de leadership. C'est un gars qui s'implique de façon dans la robustesse. Puis, il est capable de jouer au hockey en masse aussi, patine bien, tout ça. Très beaux atouts pour un défenseur top 4 de la Ligue nationale. Mais il y a un gros défaut, il n'est pas capable de rester en santé. Est-ce que ça, pour vous autres, c'est inquiétant pour la suite, les plans d'avenir du Canadien quand tu construis ta défensive et où Caden Goulet a un gros rôle à jouer? Écoute, je serais préoccupé si les blessures seraient des blessures structurelles. Ouais. C'est ça mon problème. Tu sais, je sais pas si les auditeurs, si vous avez vu, là, mais si vous allez regarder la séquence où tu vois la blessure à Goulet, là, c'était rien. Il n'y a eu aucun contact. C'est pas comme si c'était une place dans son corps qui se blesse tout le temps puis qui a été visée. C'était, premièrement, on va le dire, là, il y avait une blessure à l'aine qui traînait, lui et Dobson d'ailleurs. Et ça semble qu'il a mis un peu plus de pression sur une partie de son corps puis ça l'a fait une blessure sur l'autre côté de son corps, du bas du corps. Donc,
une grande majorité des fois, quand tu as une blessure à l'aine, tu compenses ailleurs. Ouais. Et c'est là que tu risques de te blesser encore. Donc, la vraie question n'était pas est-ce que Caden Gooley est un risque de blessure continuelle? C'est plus en sachant l'historique de Caden Gooley, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été assis pour 2 ou 3 semaines? Parce qu'on avait peur des optiques de ben là, il n'est pas prêt à commencer la saison. Je pense que 3 ou 4 matchs de le mettre au côté, jouer Jaden Struble et de le laisser guérir, je pense que ça aurait été beaucoup meilleur que maintenant 4 à 6 semaines d'absence. C'est là où ce que je me dis, il est un peu victime de son historique aussi, mais je persiste là-dessus. À 5,5 millions, en regardant la façon qu'il se blesse, c'est toujours des blessures randonnées. C'est toujours des blessures qui se produisent 0,00001% des temps. Si c'était toujours, mettons à la Kirby Dach, si c'était toujours une blessure au même genou, là, je me préoccupe. Là, je me dis, aïe, aïe. Tu sais, c'est là où ça commence à chauffer un peu. Tu sais, on se disait la même chose avec David Reinbacher. David Reinbacher s'est brisé le doigt. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Si c'était une blessure encore au genou, là, je me préoccupe. C'est la tendance dans la blessure, pas la tendance des blessures. C'est ça la différence pour moi. Mais par contre, je comprends la peur des partisans en se disant, ben là, est-ce que tu peux vraiment construire une brigade défensive top 4 autour d'un gars qui est jamais capable de jouer 82 matchs? Moi, perso, mes excuses, est-ce qu'il est capable de jouer 25 matchs en série? C'est ça qui me préoccupe. Moi, je m'en fous de combien de matchs il joue durant la saison. 82, 70, 66. Si le club est capable de se rendre en série, tu regardes plein d'autres clubs qui ont gagné la Coupe, là, c'est est-ce que tes joueurs sont capables de jouer durant les séries? Puis on va se le dire, là, mesdames et messieurs, Caden Gooley a joué blessé les séries passées. Il est venu de façon hâtive pour retourner au jeu. Ouais. Puis il a quand même pu jouer les 5 matchs. Donc, pour moi, c'est ça la question. C'est ça que je regarde. Donc, dans mon argument, est-ce que ça me préoccupe? Oui. Mais est-ce que ça me préoccupe autant que la population générale? Pas du tout. Et d'ailleurs, j'utiliserai pas cette opportunité-là pour essayer de le monnayer pour un deuxième centre. Je pense que tu n'as pas encore les éléments en place pour te permettre de tasser un gars comme Caden Gooley encore. Non, mais c'est intéressant, Marco, tu parles du fait qu'il était blessé là, lors des dernières séries. Peut-être qu'il a commencé à patiner peut-être un peu plus tard. Puis tu le sais, là, Anthony, t'as assez d'expérience dans le hockey, là. Les fameuses blessures à l'aine du début de la saison. Ça, c'est toujours inquiétant. C'est ça le piège. Tu traînes ça, puis ça finit plus. Ouais, mais c'est pas simplement ça. Mon point, c'est de dire, OK, t'as peut-être pas démarré ton entraînement à temps. Ouais. Donc là, ça prend un peu plus de temps. Tu tentes de compenser. Et là, souvent, c'est justement là que ces fameuses blessures à l'aine-là ressortent. Et là, c'est bizarre. Ben là, t'as Gooley qui arrive dans le camp d'entraînement, se blesse à l'aine, tente de durer avec ça. C'est un gars qui est fier, c'est un gars qui a un caractère et tout ça. Sauf que là, à un moment donné, aggrave sa blessure. Donc, tu sais, moi, je le vois de deux façons. Je rejoins Marco. Je pense que le côté malchance, tu regardes les blessures qu'il y a, une entorse à une cheville, une blessure à une main qu'il y a eu dans la WHL, une commotion cérébrale, une lacération. Je veux dire, j'aurais pu me couper moi aussi. Là, j'avais été à sa place. Là. C'est tout à des endroits différents et c'est de la malchance. Et je pense que d'un certain côté, faut pas oublier qu'il est encore jeune, Caden Gooley. Il a pas 35 ans. Là. Donc, il apprend encore, je pense, à gérer certaines situations. Se protéger sur la glace. C'est ça. Puis, donc, se protéger sur la glace. Mais je pense également comment ne pas trop précipiter les choses dans son entraînement. Je pense que ça va être bon pour lui aussi. Là. Ce qui m'amène au fait de vous parler de Mike Matheson. Est-ce qu'en connaissant l'historique de Caden Gooley, Matheson, bien qu'il ait un style de jeu différent, demeure encore un atout très important du Canadien? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peuvent en dire au contraire, spécialement avec ce début de saison. Ben oui. Je pense que, puis je l'ai toujours dit avec Mike Matheson, c'est pas le joueur qui me préoccupe, c'est l'utilisation. C'est la stratégie autour de Mike Matheson qui me préoccupait. Avec l'arrivée de Noah Dobson, puis en passant, mea culpa, parce que moi, j'étais contre cette combinaison-là de Dobson et Mike Matheson. Ça fonctionne très bien à date. Donc, pour moi, c'est peut-être le fait qu'avoir un Dobson à côté de Mike Matheson lui force à simplifier son jeu et lui permet aussi un avenue au cas où qu'il doit faire face à la pression. Parce que par le passé, il faisait face à la pression, il sortait la rondelle lui-même pareil, puis c'est là où les erreurs non forcées arrivaient. Là, on le voit beaucoup moins, ça. Et on voit un Mike Matheson plus simple, plus solide, qui s'aventure en zone offensive, qui crée des jeux, qui est toujours là. Le repli défensif est là, il joue dur le long des bandes. Donc, c'est un joueur important au Canadien de Montréal. Maintenant, tu sais qu'Adam Engström, puis on va en parler tantôt, est en train de jouer du bon hockey à Laval.
tu sais que tu as déjà Jaden Struble et Herbert Jacquet qui se bataillent en ce moment un contre l'autre pour plus de temps de jeu comme étant gaucher. Le futur de Mike Matheson dans l'organigramme du Canadien de Montréal, est-ce que ça va être à la Mattias Ekholm rendu à Edmonton ou est-ce que ça va être un défenseur de premier plan qui va être capable de petit à petit céder ses responsabilités le plus vieux qu'il devient? Tu sais, ça, c'est la vision que j'ai pour Mike Matheson. Moi, c'est exactement la même chose, même s'ils n'ont pas le même âge, que Mattias Ekholm. Un joueur important aujourd'hui qui va laisser sa place et son empreinte et son expérience parce que c'est le seul défenseur qui a plus que 30 ans dans tout l'organigramme du CH en ce moment. Donc, c'est important de garder ce défenseur-là côté expérience, mais à quel prix? Ça va être à gérer avec Kent Hughes. Mais si on se base sur les contrats qu'on a vus cet été, exemple, Brad Marchand, qui lui signe à long terme, mais à une base annuelle très mince, je pense que ça serait plutôt ça pour un Mike Matheson. Si tu veux vraiment rester à Montréal, moi, c'est ça. Et sur glace, avec la blessure de Kaiden Guhle, moi, c'est pas nécessairement Mike Matheson, c'est plus Lane Hutson qui me préoccupe dans ce côté-là, parce que là, tu vois la vraie valeur de Lane Hutson, parce que Hutson est le seul défenseur gaucher que tu peux vraiment jouer à droite et qui va te donner la même performance. Ouais. Mike Matheson n'a pas bien fait l'année passée en jouant à droite, et je pense que Jaden Struble est beaucoup mieux à gauche. Jacquet aussi. Donc, c'est là la vraie valeur d'un Lane Hutson et c'est pour ça que sa mise en contrat pour 8 ans, donc 9 ans à partir d'aujourd'hui, est tellement important pour cette organisation-là. Là, c'est une question d'identifier est-ce que ça va être quelque chose qui va te forcer à rouler avec 7 défenseurs, même 8 défenseurs, quand ce qui va venir temps à être une équipe prétendante à la Coupe, ou est-ce que tu vas avoir assez de confiance dans le fait que ton vétéran comme Mike Matheson va être capable de jouer tous les matchs et que la malchance va arrêter avec Kaiden Guhle? C'est ça les vraies questions. Je trouve que c'était intéressant. Puis on peut enchaîner tout de suite avec le Rocket. On s'en allait là de toute façon. Je sais que Marty a scruté de près le travail de Adam Engstrom, qui, pour moi, parmi les jeunes qui ont fait le plus long parcours au camp du Canadien avant d'être retranché, il est celui qui fait le mieux à Laval actuellement, incluant Owen Beck qui a été rappelé. Mais les circonstances ont fait qu'il y avait une possibilité de le rappeler. C'est pas encore le cas pour Adam Engstrom, sauf que ça pourrait survenir dans les prochaines heures. Il faut s'attendre à ce que le Canadien amène un 7e défenseur pour son voyage dans l'ouest du pays et ensuite à Seattle. 4 matchs sur la route. On s'en va loin géographiquement. Le Rocket s'en va aussi sur la route. Ouais. Tous les critères sont là pour un rappel en défensive. Et pour moi, il ne fait aucun doute pour avoir regardé les 4 parties que la meilleure option, puis parce que je pense que vraiment, le Canadien en est là actuellement. Oui, il y aura toujours le développement en arrière de la tête, mais il y a une nécessité de gagner. Pour moi, celui qui est le meilleur défenseur à Laval actuellement, c'est Adam Engstrom. Absolument. Puis tu regardes les options de rappel. Là. Moi, je suis pas mal convaincu que l'épisode va être en nombre demain matin et qu'Adam Engstrom va déjà avoir été rappelé. Tu regardes les principales options. Nathan Clermont, Mark Delgaiso, puis il y a une hécatombe également à Laval. Là. Donc, William Trudeau et David Reinbacher sont blessés. Je veux dire, là, de loin, là, de 6 ou 7 coches en avant des autres, c'est Adam Engstrom. Puis Engstrom, par rapport à son jeu, moi, ce qui m'impressionne énormément, c'est qu'il s'est amélioré. Tu vois que lui, cet été, il a réfléchi, il s'est dit, écoute, comment je peux amener mon jeu d'un un autre niveau et être en mesure de devenir un défenseur de la LNH, d'être meilleur qu'un simple défenseur correct, mais sans plus de la Ligue américaine. Il a été capable d'aller mettre le doigt exactement sur ce qui faisait défaut. Et là, je le vois, on en a parlé la semaine dernière, sa fameuse gestion des revirements aux bons endroits. Donc, ça va être bizarre à dire, mais de ne pas commencer à faire toutes sortes de choses alors qu'il n'y a personne derrière toi. Mais là, ce que je trouve encore plus intéressant, ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est que, clairement, le jeu a ralenti pour lui dans sa tête. Il y a une foule d'espace. Pour lui, c'est comme au lieu d'avoir la pression et se dire « OK, il faut que je me débarrasse continuellement de la rondelle », il prend son temps, il voit exactement l'option, il va repérer un de ses coéquipiers ou s'il ne le fait pas, va envoyer la rondelle dans une zone où son équipe va être en mesure de récupérer la rondelle. Puis, je dirais défensivement également. Moi, c'est un autre aspect qui m'a impressionné. Je trouve qu'à 1 contre 1 avec son bâton, il est beaucoup plus solide. Écoute, les Canucks d'Abbotsford en fin de semaine, là, c'est pas une grande équipe, mais il y a beaucoup de gros bonhommes, là, beaucoup de gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, 6 pieds 5 pouces. Puis il était avec le bâton, il les tenait à l'extérieur. Les joueurs n'avaient pas trop le goût de foncer au filet et tout ça, de tenter de couper. Puis honnêtement, ça, c'est chapeau à Adam Engstrom. Donc, tu sais, quand tu parles de vouloir avoir une option de rappel, mettons, supposons dans le pire des scénarios que quelqu'un se blesse et que tu veux entrer Adam Engstrom,
Le Engstrom de l'an dernier, c'était Martin Saint-Louis, t'as pas mal plus d'inquiétude parce que tu te dis, oui, boy, OK, à 1 contre 1, c'est pas nécessairement évident. Alors que là, tu pourrais très bien le rappeler. On s'entend que sa qualité, c'est de transporter la rondelle, c'est de bouger la rondelle, c'est de créer beaucoup de chaos offensivement dans la zone adverse. Mais là, même avec son jeu défensif, au sein d'une troisième paire, tu pourrais, on l'a dit la semaine dernière, tu es un gars dans d'autres équipes qui serait dans des formations de la LNH. Donc, moi, je suis convaincu que si tu le places dans l'équipe, là, il serait capable de faire le travail. Là. Il serait à sa troisième paire déjà à Saint-Louis, mettons. Probablement. Moi, je pense qu'il serait capable de tirer son épingle du jeu dans plusieurs équipes de la Ligue nationale présentement. C'est certain que pour des gens, on va se dire, ben là, tant qu'à venir manger du popcorn avec le Canadien, tout se met de rester à Laval. C'est pas faux, mais en même temps, tu pars pour 4 matchs, puis il n'est pas impossible que tu en perdes un et qu'il joue. Ouais. Puis même à ça, je pense que s'il le rappelle, le Canadien va trouver le moyen de l'habiller pour un match. Ils vont le jouer un match. 100%. Parce que sinon, tu as juste à rappeler Del Gaizo, là, si tu veux quelqu'un pour manger du popcorn, police d'assurance. Mais je crois que s'ils rappellent, ils vont le faire jouer. Maintenant, ça va pas faire l'unanimité de qui va devoir sortir de l'alignement, mais ils vont le faire jouer. Moi, je pense que personnellement, avec un gars comme lui, il apporte le niveau physique maintenant. Il est calme. Je pense que ses prises de décision en zone défensive, vraiment, ont pris une coche de plus de l'année passée. L'aspect de son jeu que je pense qu'il va grandement aider le Canadien de Montréal, spécialement sur une troisième paire où ce que ça fait un peu de défaut depuis le début de la saison, c'est lui, il va pouvoir apporter l'élément de contre-attaque sur une troisième paire qui manque présentement. Les deux premières paires l'ont, mais la troisième paire, c'est là où ils se font plus mal durant la saison. Spécialement sur la route, ils se sont fait vraiment avoir là-dessus. Là. Les chances pour, les chances contre, c'était vraiment axé vers l'adversaire versus eux. Je pense qu'un gars comme Engstrom te permettrait de continuer ton style tout le match. Je pense que ça en vaut quelque chose pour Martin Saint-Louis. Et écoute, en zone offensive, d'habitude, spécialement sur la route, tu vas essayer de jumeler ta troisième paire avec un de tes deux premiers trios pour essayer de couvrir un peu le jeu défensif. Je pense que lui, sur la glace, en tant que défenseur, de jouer avec le même trio qu'Ivan Demidov, ça pourrait aussi faire des flamèches là aussi. Parce que ça, c'est un gars qui va être capable de patiner avec et de continuer le jeu cycle du Canadien de Montréal en zone offensive aussi. Donc, il y a beaucoup de ces aspects-là qui sont transférables à la Ligue nationale. Je pense que lui, il va être capable de prendre avantage. Et je pense également là, que dans le match contre les Rangers, il y a une chose qui a peut-être manqué. Est-ce que c'est dû au fait qu'on a perdu Caden Gooley? Mais je trouvais justement que cet élément-là de contre-attaque, de relance, d'y aller plus rapidement, outre Lane Hudson, j'ai trouvé que ça a été compliqué. Donc, je pense que si tu amenais un Adam Engstrom dans la formation, quelque part dans le voyage dans l'Ouest, ben, peut-être que ça pourrait aider peut-être un petit peu. Et pendant ce temps, le Rocket commence sa saison, 3 victoires et 1 défaite, un balayage en fin de semaine contre, quand même, il faut le dire, là, une formation très différente des Canucks d'Abbotsford qui a gagné la Coupe Calder. Ouais. Il manquait 8 des 10 meilleurs marqueurs de la saison dernière à Abbotsford. C'est plus du tout la même équipe. Non. Par contre, ça demeure une équipe travaillante qui fait les choses de la bonne façon et qui possède le même entraîneur-chef en Manny Malhotra. On a vu plus de bonnes choses que de moins bonnes en fin de semaine de la part du Rocket, qui se défend avec une défensive dégarnie. Tu disais, Marty, Reinbacker, Trudeau, Jacobs ne sont pas là. On pourrait leur enlever même Engstrom sur un rappel, mais on se débrouille très bien. Peu de chances de Nantelave. Je regardais le match de Jacob Fowler vendredi. 19 arrêts, le jeu blanc. Il a bien fait. Mais il n'a pas eu à surpasser non plus pour aller chercher son jeu blanc. Donc, structurellement, on retrouve un peu les bonnes choses qu'on faisait l'an passé. Ouais, tu l'as mentionné, Anthony, il y a des choses que je veux faire attention. Les Canucks d'Abbotsford, c'est une équipe qui est très dégarnie. Là. Il n'y a pas énormément de talent. Il y a peut-être Neil Zaman qui est un bon joueur de centre, mais les autres, là, c'est pas mal des vétérans de Ligue américaine. Là. Par contre, l'aspect que j'ai trouvé intéressant, et je pense que pour la jeune vague de jeunes dans le système pour les Canadiens de Montréal, le fait d'avoir un Tyler Thorpe qui est arrivé, un Luke Tuck, des Florian Jackay et compagnie, c'est l'élément physique. Donc oui, au niveau talent, on n'était peut-être pas là pour les Canucks, mais on était physique. On l'a vu, là, Chase Tillman qui propulse Josiah Didier sur la glace, Florian Jackay, mais a été capable de rebondir le match suivant, tenter de lui a servi une correction là, en commençant le match. Et je pense que ça a été la différence, c'est qu'on était capable d'aller le long des rampes. On était physique. Au-delà d'appliquer des mises en échec, on était capable de récupérer les rondelles. On plaçait les bâtons de la bonne façon et on était en mesure de bâtir du rythme.
Puis tout le monde le fait, que ce soit Lucas Condotta, que ce soit Alex Belzil, que ce soit Laurent Dauphin, tout le monde a mis la main à la pâte. Même les joueurs qui sont plus petits un petit peu au niveau physique. Philippe Méchard a été excellent au niveau physique, je vais dire, là, puis il a même commencé à utiliser davantage son tir, ça c'est intéressant. Sean Farrell s'est mêlé à tout ça. Donc je pense que pour cet élément positif-là, on le sait, la LNH est de plus en plus physique. Plus la saison avance, plus ça se déroule le long des rampes et plus c'est compliqué de sortir des coins avec la fameuse rondelle. Ben, c'est bon d'avoir ce système-là qui commence dès le départ et qu'on est capable de mettre en place chez le Rocket. Des bons signes, Méchard, effectivement. Moi, c'est exactement ça que je voulais parler. C'est Philippe Méchard. T'sais, on va se le dire, là. On ne sait pas s'il y a un futur avec le Canadien de Montréal. Tout le monde peut avoir ses soucis là-dessus. Là. C'est normal. Mais qu'est-ce qu'on commence à voir de Philippe Méchard, c'est à quoi on s'attendait l'année passée. Je pense qu'il a vraiment compris le message. Moi puis lui, on s'est parlé pendant un petit bout durant les matchs préparatoires, puis il me l'avait dit. Il dit, je dois être plus physique, je dois être intense, je dois utiliser mon corps, même si j'en ai pas beaucoup. Je dois être le premier gars sur la rondelle, puis je dois utiliser mon tir plus souvent. On a vu tout ça en fin de semaine. Tout. Puis c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est parce que il semble prendre du galon, il semble comprendre où aller, quoi faire, comment supporter ses coéquipiers, puis comment prendre avantage de la glace ouverte. Parce qu'on l'a vu, là, son but, là, il n'y avait personne. Il a su se positionner parfaitement pour recevoir ce tir-là. Boum. Puis c'est exactement ça que je veux voir de lui, c'est il doit être vif, il doit avoir du chien, il doit sentir le sang, parce que sa vitesse peut lui permettre de prendre avantage de ces petites choses, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas peur de se positionner dans la zone payante. Là, cette année, on ne voit pas de peur dans son jeu. Il l'a dit, il veut jouer un style qui ressemble à Brad Marchand. Écoute, on verra bien. Mais en termes de comprendre comment et où se marquent les buts dans les rangs professionnels nord-américains, je pense qu'il a compris ça. Puis il a aussi compris comment ajuster son style pour se protéger sur la glace, mais aussi essayer de s'imposer sur la glace. Puis quand tu dis aussi que la confiance, là, je n'insisterai jamais assez là-dessus, la confiance fait tellement foi de tout. Tu peux avoir un joueur incroyable qui se retrouve dans la ECHL parce qu'il n'y a pas de confiance. Tu peux avoir un joueur qui n'a pas le talent, mais qui a de la confiance qui déborde et soudainement se retrouve dans la LNH. Méchard, je trouve que je vois ça en ce moment. Tu sais, l'an dernier, puis t'es mieux placé pour le savoir, Anthony, t'as travaillé sur... t'as couvert l'équipe pendant tellement d'années. J'ai l'impression qu'il était un peu... Pas qu'il était pas lui-même, mais tu sais, il était un peu plus coincé. Il était peut-être un peu plus réservé, Philippe Méchard, du moins de ce qu'on pouvait voir de l'extérieur. Mais là, tu vois, en fin de semaine, je regardais parfois certaines séquences en isolé, notamment sur son but. Et là, il semble pas mal plus détendu. Il semble pas mal plus s'amuser, jaser avec ses coéquipiers. Tu sais, après son but, normalement, là, je l'aurais probablement vu simplement aller au banc, féliciter ses coéquipiers, puis retourner au banc, tout ça. Faire sa petite affaire, mais là, s'amusait avec les Owen Beck, jasait peut-être un peu plus. Puis ça, ben, au-delà de tout l'aspect hockey, puis Marco a raison, au niveau physique, il s'implique plus, il utilise davantage son lancer, il va un peu plus dans les zones payantes. Mais là, en plus, si, pour la première fois depuis longtemps, depuis qu'il a été repêché, en fait, parce que, souviens-toi, il est débarqué avec les Rangers de Kitchener, ça ne lui tentait pas nécessairement, voulait aller un peu plus à Laval, mais à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Donc, à 18 ou 19 ans, c'est comme s'il était à Kitchener, mais c'était pas nécessairement son souhait. Saison difficile, ou du moins à Danty l'an dernier. Et là, pour la première fois, c'est comme si on avait un Méchard qui, là, s'amuse, est un peu plus libre. Puis ça, c'est positif. Ça. C'est le Méchard qu'on a vu à Kitchener dans son année 19 ans, 20 ans, en série. C'est ça qui me fait penser. Puis s'il y a du monde qui n'ont pas vu les faits saillants de ça, là, prenez le temps d'aller le voir, Méchard, à Kitchener, il y a 2 ans. Parce que c'était au moment où, à l'élimination des Rangers de Kitchener, c'était le meilleur marqueur de la OHL en série à ce moment-là. Puis il y en avait des gros canons dans le temps. Et la raison pourquoi il y avait du succès, lui, c'est parce qu'il attaquait le centre de la glace. L'année passée, début de camp d'entraînement, là, si on se souvient, là, il n'y a pas eu un camp d'entraînement fameux. Même que, si je me trompe, il a même juste joué un match. Ouais. Et c'était sur un 4e trio, puis on voyait rien. Tandis que cette année-ci, on l'a vu dans 3 matchs préparatoires, puis dans les 3 matchs, il était toujours visible. Toujours en mouvement, toujours en train d'attaquer la glace. Puis même dans le camp de recrues, on l'a vu beaucoup plus actif le samedi après qu'il s'est fait... le dimanche, excuse-moi, après qu'il s'est fait parler le samedi avec Pascal Vincent. Donc, il semble avoir compris le message. Puis c'est en retournant à ce style-là, en se créant cette habitude-là, que son offensive va continuer à monter dans la Ligue américaine parce qu'en ce moment, pour moi, c'est l'arme cachée en termes d'offensive pour le Rocket.
Oui, en tout cas, s'il peut sortir de sa coquille, on ne l'attendait pas. En tout cas, c'est un bon départ. Mais moi, je demeure prudent. Ouais. C'était la même chose l'année passée. Il a commencé sur un trio avec Davidson et Beck au début. Ouais. Ça a duré 5-6 matchs avant qu'il se blesse. Et on n'a jamais retrouvé ça. C'était une saison marquée par les blessures pour lui. Ouais. Et d'autres ont progressé, ont pris sa place. Mais là, il se retrouve à peu près dans le même siège qu'il avait en début de saison passée. Alors, à lui de saisir sa chance. Davidson a connu un autre gros week-end. Ouais. Bon début de saison pour Jared Davidson. Il ajoute du papier sablé, il a jeté les gants, il dérange l'adversaire, il marque des buts. Y a-t-il un potentiel de la Ligue nationale ou il va être un excellent joueur de la Ligue américaine, selon vous? Il y a un potentiel, mais la question avec Jared Davidson, on le voit en fin de semaine, il est allé chercher, alors que le Rocket dominait complètement, on n'était pas capable d'aller chercher le deuxième but. Puis c'est lui qui provoque le deuxième but en allant appliquer une grosse mise en échec, un gros revirement qui mène à un but. Le gros problème avec Jared Davidson, puis ça, ben, c'est la coche entre la Ligue américaine et la LNH, c'est le coup de patin. C'est ça qui est malheureux. Donc là, tu le vois en ce moment, en fin de semaine, intensité, rien à lui reprocher. Son tir est excellent. Capable de justement jeter les gants, d'aller frapper. Il fait à peu près tout ce que tu veux. Sauf que la raison pour laquelle il y a des joueurs qui sont étiquetés Ligue américaine et qui ne sont pas capables de monter, c'est l'exécution. C'est la vitesse, c'est le fait que tout se passe plus rapidement. Et il y a peut-être d'autres joueurs dans l'organisation qui se battent pour les mêmes postes et qui ont plus de vitesse. Même s'ils sont plus petits, je pense à un Vincent Rohrer, je pense à Tyler Thorpe, par exemple, je pense à des gars comme ça. Donc, j'ai le goût de penser qu'on va le voir à Montréal. Je pense qu'à un moment donné, il va être en mesure d'aller se chercher quelques matchs. C'est ça qui est malheureux, par contre. Il faut vraiment qu'il trouve une façon d'améliorer ce coup de patin-là. À un moment donné, à l'âge qu'il a, j'ai pas l'impression que ça va vraiment arriver. Donc, j'ai tendance à penser que c'est quelqu'un qui pourrait faire la navette. Là. Mais c'est malheureux parce que c'est vraiment quelqu'un qui a tout. Là. S'il pouvait me faire mentir, je serais content par contre. Honnêtement, là, tu mets des petits Rockets à côté de ses patins, puis c'est un joueur de la Ligue nationale aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment juste ça. C'est l'explosivité. Il manque un peu les 2-3 premières enjambées. Je pense que c'est pas nécessairement au niveau de la Ligue nationale. Mais écoute, ça, par contre, je compte l'idée de Marty. Là, ça se travaille. Ça peut se travailler, ça peut s'améliorer. Il y a toujours une amélioration de technique que tu peux faire. Il y a toujours une amélioration d'explosivité. Moi, ce que je trouve aussi, c'est que le QI hockey, il sait comment se placer sur la glace, même en défaut de son patin. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime ce qu'il fait. Je crois qu'il va avoir une carrière dans la Ligue nationale. Je ne sais pas si elle va être longue, mais il va jouer dans la Ligue nationale, que ce soit avec Montréal ou autre. Personnellement. Okay. Je pense que tir, il est là. Vision du jeu est là. Le physique est là. Le caractère est là, c'est un bagarreur. Je pense qu'il va toujours avoir une équipe qui va chercher quelque chose comme ça. Le Canadien veut se bâtir une identité comme ça. T'as Florian Jacquet, t'as Tyler Thorpe, Aiden Papanikis. Pourquoi pas un Jared Davidson dans le mix? On sait jamais, effectivement. Je serais pas surpris, moi, s'il continue comme ça et qu'il y a un besoin spécifique pour un joueur comme ça cette année qui joue des matchs, ce serait pas une grande surprise en ce qui me concerne. On va compléter le premier bloc avec Alexander Zarovski. Un bon départ pour lui dans la KHL, sauf que là, son temps de glace a fait réagir. Là. Il a été en pénitence au cours de son dernier match. Il faut que je vous entende à ce niveau-là. Ouais, ben ça fait quelques matchs que ça arrive avec Alexander Zarovski. Donc, débarque dans les matchs. Honnêtement, tu regardes, il doit avoir 5 points ces 6 derniers matchs, quelque chose comme ça. Surtout qu'il embarque sur la patinoire, il crée de l'attaque. Il est en mesure de... ça prend pas énormément de temps. Il trouve les occasions, repère des coéquipiers qui sont libres, influence beaucoup le jeu parce que, un peu à l'instar d'un Demidov, il est très mobile, capable de pivoter d'un peu tous les côtés. Il a un bon lancer également. Puis, ce que je trouve intéressant, ça, c'est le gros aspect qu'il a amélioré. Je trouve qu'il va pas mal plus au filet que l'an dernier. Sauf que, et ça, c'est un point qu'il va vraiment devoir améliorer, clairement, Victor Kozlov, l'entraîneur-chef du Salavat Ufa dans la KHL, lui fait sentir le message. C'est que là, ça arrive beaucoup trop souvent, premièrement, des grosses erreurs défensives. Il tente beaucoup trop d'aller aider ses défenseurs près du filet ou derrière le filet. Et là, tout le monde devient mêlé. Au niveau des attaquants, là, on tente de prendre sa position. Là, il revient, il sait pas trop où aller. Puis ça fait en sorte que Puis c'est pas pour rien que Ufa a perdu ses 5 derniers matchs. C'est compliqué. Et là, par-dessus le marché, spécialement dans les 2 derniers matchs, des punitions qui ont fait mal. Dans l'avant-dernier, c'est celui-là qu'on peut parler. Un but, une aide, m'a joué 4 minutes 20. C'est pas beaucoup, ça. Parce qu'il a copié 2 mauvaises punitions en première période et Victor Kozlov a fait là, à un moment donné, tu ne comprends pas le message, on te cloue au banc. Honnêtement,
c'est sûr que tu voudrais l'utiliser davantage. Je veux dire, à un moment donné, tu as 5 défaites de suite, tu as de la difficulté à marquer des buts, et Zarovski est capable d'offrir quelque chose. Moi, personnellement, j'aimerais le voir dans un rôle comme ça. Sauf qu'à l'instar d'un Demidov ou l'an dernier, parfois, ça n'avait aucun sens. Là, on l'a mentionné tout à l'heure. C'était simplement une mini-erreur d'attention. Puis là, soudainement, il était cloué au banc. Ça n'avait pas vraiment de sens. Ouais. Là, au moins, Zarovski... c'est vraiment tout croche. Donc, je peux comprendre un petit peu Victor Kozlov de se dire, écoute, je veux quand même protéger ça, puis je veux que le jeune apprenne. Là, je trouve que c'est plus compréhensible un peu. Les deux situations se comparent même pas entre Ivan Demidov et Alexander Zarovski. Comme absolument aucun. Il y a de la politique qui rentrait dans la situation de Demidov. Ouais, il y avait le Canadien qui rentrait là-dedans. Oufa, là, ils ont eu zéro conversation avec le Canadien de Montréal côté politique. Le Canadien il laisse faire des affaires, aucun problème. Nick Bovrov check ici et là, comment ça va, ci, ça. Mais sinon, le développement est laissé à Oufa et Victor Kozlov. Et écoute, je pense qu'offensivement, il n'y a pas grand partisan du Canadien de Montréal qui n'ont rien à dire en ce moment, là, côté de l'utilisation, sauf ce match-là. Puis, moi, c'est la différence, c'est que quand tu regardes ce match-là au complet, puis tu regardes la façon qu'il a pris ses pénalités, les deux, si je me trompe, étaient en première période, il a été cloué au banc pendant la deuxième et la grande majorité de la troisième. Il a joué, 3 shifts. En troisième, il y a eu un but, une passe. Donc, l'offensive est là. Mais si tu veux que ce gars-là arrive en Amérique du Nord, prêt, un peu comme Ivan Demidov l'est en ce moment, il doit passer par les chemins. Il faut prendre en considération que la KHL n'est pas une ligue de développement. Ils veulent gagner, eux autres. Ils veulent gagner. Ils s'en contrefichent de le potentiel du jeune. Qu'est-ce qu'il peut donner aujourd'hui? Et quand je dis le potentiel du jeune, je dis le potentiel du jeune à long terme. Dans le court terme, oui, il y a de quoi là-dedans. Puis c'est pour ça que Kozlov a fait ce qu'il a fait. Parce que dans d'autres équipes de la KHL, il aurait pu jouer du match, puis il aurait été rayé de la formation le match après. Le match après de ces 4 minutes, le lendemain, si je me trompe, il a joué 13 minutes. Il a quand même eu une passe. C'est là la différence. Tandis que Demidov va le clouer un banc un match. Le lendemain, il était rayé. Et c'est là la différence. Donc, il n'y a pas de panique quand ce qui vient de temps au temps de jeu de Zarovski. Et croyez-moi que Oufa, avec ses problèmes financiers, ont intérêt à faire jouer Zarovski parce que c'est un joueur qui ne compte pas contre la masse et qui gagne un très mince salaire. Donc, c'est là où et oui, il y a une masse salariale dans la KHL. Et c'est là où la différence d'utilisation se met en contexte. Il faut apprendre à Zarovski ces leçons-là parce que s'il ne veut pas jouer dans la Ligue américaine, s'il veut faire le saut directement à la Ligue nationale, ce que tant de jeunes Russes veulent faire, ils ne veulent pas prendre le temps d'aller dans la Ligue américaine. D'ailleurs, on a vu avec Konyushkov que lui prolongeait son contrat pour être prêt pour faire le saut dans la Ligue nationale. Mais c'est la même chose avec Zarovski. Donc, vaut mieux apprendre ces leçons-là maintenant, en Russie, et qu'il joue un peu moins un match sur, 56, 60, qu'il arrive dans la Ligue nationale, il n'a pas encore appris ces leçons-là, puis que c'est Martin Saint-Louis qui commence à jouer le tough guy. Parce que là, à ce moment-là, ça va être est-ce qu'on le renvoie à la Ligue américaine? Est-ce qu'il n'est pas prêt? Est-ce que le joueur va prendre ça bien? Il y a beaucoup de psychologie qui rentre là-dedans. Moi, je préfère que la psychologie se passe en Russie puis qu'il arrive en Amérique du Nord fin prêt. Non, et puis d'autant plus que le Canadien, quand il va arriver Zarovski, le club va être compétitif. Très compétitif. Là. Puis je pense que dans 2 ans, ce sera pas faux de prétendre que le Canadien va aspirer à la Coupe Stanley. Là. C'est ce qu'on va souhaiter dans 2 ans. Là. Donc, Zarovski, il va falloir qu'il soit capable de contribuer si on voudra lui faire de la place immédiatement dans la formation. Je comprends bien cet aspect-là, mais tu te rends bien compte, quand tu vois Demidov sur la glace actuellement, que ça avait aucun espèce de bon sens, le traitement qui lui a été réservé l'année passée. Là. Non. Puis, écoute, Demidov, je pense que tout le monde le sait, là, je ne m'en cacherai pas. Durant toute la saison, je le disais, là, c'était toute la politique. C'était toute la politique. Il jouait sur un trio avec Evgeny Kuznetsov. Puis c'était le meilleur joueur défensif de son trio. Tu sais, ça en dit pas long, là. Donc, c'est là où j'ai essayé de relativiser. Mais quand tu regardes Zarovski, écoute, la protection de rondelle, la façon qu'il est capable de battre des joueurs à 1 contre 1 en vitesse, la façon qu'il est capable de voir le jeu, sa vision du jeu, son QI hockey en zone offensive, tous ces aspects-là sont élites. C'est pour ça que c'est quasiment un joueur à 1 point par match en ce moment, à 18 ans. Impressionnant. C'est absolument... Écoute, à 18 ans, là, on n'a pas vu ça depuis... Tu sais, oui, il y a eu Demidov, mais ça fait longtemps qu'on ne voit pas ça sur une base régulière. Il y a peut-être Artamanov aussi qui a fait ça avec Torpedo,
Mais autre que ça, c'est très rare de voir ça. Donc, pour moi, les leçons en défensive, ah ouais, let's go. Je préfère qu'il apprenne ça maintenant. Parce que vraiment, là, la saison qui va vraiment être déterminante, c'est la saison prochaine. Ici, là, même s'il marque à 40 points en 60 matchs, c'est une très belle saison pour un jeune de 18 ans, ça ne me regarde pas. Mais s'il est capable de compléter son jeu et ajouter des couches, c'est là où le Canadien va devenir gagnant. Ouais, puis tu sais, je pense que là où c'est important aussi dans le cas de l'utilisation de Viktor Kozlov et tout ça, un peu comme Marco l'a mentionné tout à l'heure, au moins, Zarovski commence toujours les matchs. Il y a toujours quelque chose de logique. C'est toujours après une méga erreur que là, on va lui donner une tape sur les doigts. Écoute, t'as pas appris. Écoute, là, on veut que le message passe. C'est pas comme avec Demidov où, tu sais, justement, disons, il connaissait un match quand même correct, 12 minutes de temps de jeu, puis soudainement, sans aucune explication, on se retrouvait 13e attaquant dans le match suivant. Je vais t'avouer que c'était frustrant. Parfois, j'ouvrais mes matchs, puis là, je regardais... Je le cherchais tout le match, puis je le trouvais pas. Il y avait une partie sur Instat où Demidov a été sur le banc toute la game. Puis moi aussi, j'arrivais pour analyser le match, aucune présence. Ouais, c'est-tu humiliant, pas à peu près. Mais écoute, donc, c'est pour ça que je vous dis, pas de panique, les partisans du Canadien de Montréal. Il va être correct. Viktor Kozlov nous l'a dit à RG Media aussi. Je vais pas lui faire de faveur, mais je vais pas lui nuire non plus. Puis je veux pas être méchant avec Henri-Roman Rothenberg. Viktor Kozlov a pas mal plus d'expérience en hockey. Pas mal. Il sait plus de quoi il parle. Comme s'il l'a joué. Exact. Messieurs, c'était excellent. Merci pour le premier bloc. On va faire une mini-pause. Et au retour, on jette un regard sur le match des espoirs de la LHJMQ. Ça a lieu mardi soir du côté de Sherbrooke. À quoi on peut s'attendre? Qui sont les espoirs à surveiller le plus près? On parle de son retour. Processus. You win! Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. OK, on poursuit le deuxième bloc de Processus. Martin Thériault, Marco D'Amico et Anthony Marcotte avec vous autres. On va parler un petit peu du match des espoirs de la LHJMQ. Ça a lieu mardi soir du côté de Sherbrooke. C'est une nouveauté cette année, alors qu'on organise au sein même de la Ligue un match des meilleurs espoirs, donc des espoirs admissibles au prochain repêchage qui vont s'affronter. Avant, on avait ce match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey, mais la LHJMQ a pris le bâton dans les mains cette année. On va organiser quelque chose nous-mêmes à l'intérieur du circuit dans le but de plaire aux recruteurs, et on pourra regarder ça demain soir, en fait mardi, au moment là, où vous allez regarder le podcast, mais c'est en soirée que le match a lieu du côté de Sherbrooke. Marty, qu'est-ce que tu trouves intéressant dans cette formule-là en particulier? Ben, tu l'as un peu mentionné, la Ligue canadienne de hockey a changé son format du match des meilleurs espoirs. Maintenant, on fait un match contre l'équipe américaine des moins de 18 ans. Donc, au lieu d'avoir deux équipes, on en a une. Donc, fait un plus... En fait, pas 1 plus 1, fait 2, 1 moins 1, si on veut. Exact. On retranche une équipe au complet, ça fait des joueurs pas mal, ça. On retranche déjà une équipe au complet, et déjà que la LHJMQ n'était pas énormément représentée dans les matchs des meilleurs espoirs, ben, ça amène une plus grande vitrine sur certains joueurs. Ça permet de comparer aussi les joueurs un avec l'autre. Et je pense que dans le cas des vedettes, puis c'est sûr que tu veux toujours les voir. C'est sûr que chez les amateurs, tu veux toujours voir des Yegor Shilov, des Xavier Villeneuve et compagnie. Mais c'est intéressant de voir également les 38 ou 39e attaquants qui ont été, ou des joueurs qui ont été invités, de voir comment ils peuvent se comporter dans un match compétitif. Tu peux voir différentes situations aussi. Je vais donner un exemple, le fameux trio des Européens à Victoriaville. Là, on sépare Yegor Shilov de ses deux coéquipiers. Donc, tu peux voir dans un autre contexte, autant pour Shilov que pour ses coéquipiers, qu'est-ce que ça va être, comment il va se comporter. Puis je pense que le plus important, parce qu'on est quand même au mois d'octobre, il y a beaucoup de temps qui va passer avant le repêchage. Je pense que pour les recruteurs, le plus important, c'est de bâtir la liste C2. En ce moment, on est en train d'ajouter des noms. On est vraiment en train de voir qui on va surveiller davantage. Et je pense que un match comme le match des meilleurs espoirs de la LHJMQ, c'est ce que ça va permettre. Ça va permettre de vraiment bâtir ça et de dire, bon, OK, peut-être qu'on peut rajouter 3 ou 4 noms surveillés. T'sais. Tant mieux. La LHJMQ, souvent, est proactive en avant de la parade pour certains éléments, entre autres le repêchage. J'ai lu que la OHL va copier un petit peu la formule de la LHJMQ avec un repêchage en présentiel. Donc, tant mieux, ça fait des petits, parce que c'est quelque chose d'unique, ça, dans la LHJMQ. Ça coûte beaucoup d'argent, puis il y a un investissement qui est fait chaque année pour ça.
Ben, je sais que l'an dernier, j'étais au repêchage de la LHMQ à Québec et je connais quand même quelques personnes au niveau de la OHL. Là, on avait amené 3 ou 4 représentants et on a été, c'est sûr que tu vas me dire que Québec c'était facile, là, mais on a été renversés de voir à quel point c'était bien organisé, à quel point c'était incroyable. Puis tu vois, ben, la OHL n'a pas eu peur de faire la même chose finalement parce que ça a été trop un succès. Là. Tant mieux. Maintenant, ben, le repêchage junior s'en va à Halifax. Ça fait une éternité que le repêchage n'est pas allé à Halifax. Bel endroit pour tenir les assises annuelles de la LHJMQ. Si on regarde les talents là, qui seront sous la loupe, assurément, du côté de Sherbrooke, c'est certain que Xavier Villeneuve est au sommet de la liste avec la saison qu'il connaît avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. C'est drôlement bien parti pour l'Armada. Reste à savoir maintenant où exactement il va sortir au prochain repêchage de la Ligue nationale, mais il est en train là, de faire toute une cause pour sortir assez haut. Ouais, puis je pense que Xavier Villeneuve, j'ai l'impression que c'est le genre de match qui est fait sur mesure pour lui. Une vitrine avec tous les recruteurs qui sont là. Contre des gars de son âge. Contre des gars de son âge. Toute l'attention va être sur ces joueurs-là, ne serait-ce que pour l'aspect médiatique. Il va y avoir les entrevues qui ont été menées hier. Il y a les entrevues de toutes ces façons-là. Moi, je pense qu'il va vouloir en mettre plein la vue. Il va vouloir sortir des fins, s'amuser. Je pense que c'est quelqu'un qui va prendre les choses je le mets dans le bon sens, là, à la légère. Puis évidemment, s'il est capable de sortir avec un 2 ou 3 points là, et d'impressionner, d'être parmi les joueurs par excellence, pas que ça va améliorer sa cote parce que je pense que c'est simplement un match. Ça va jamais remplacer la quarantaine de rencontres que tu peux voir par la suite. Mais c'est sûr que il a le potentiel d'être très dominant avec la créativité qu'il a, le côté Lane Hudson de bouger à la ligne bleue, le fait de se porter à l'attaque aussi très rapidement. Moi, ce que j'aime beaucoup de Xavier Villeneuve, c'est qu'il a énormément amélioré son coup de patin. Donc, ça fait en sorte qu'il est capable de se créer plus de séparation. Il a beaucoup moins peur de se porter à l'attaque. Et je l'ai regardé en fin de semaine. J'ai trouvé que son bâton était plus solide également à 1 contre 1. Je trouve qu'il est meilleur un peu là-dessus. Puis c'est peut-être le gros aspect ça, que personnellement, je vais surveiller cette année de Xavier Villeneuve parce que le reste, il n'y a pas de problème. On le sait qu'il est doué offensivement. Mais peut-il tenir son bout à 1 contre 1 contre des joueurs non seulement junior, mais de la LNH? C'est un peu plus ça la question avec lui. C'est la question que les recruteurs vont se poser parce que les chiffres offensifs dans la LHJMQ, d'habitude, on voit les meilleurs marqueurs des années antérieures. On regarde Joshua Roy, on regarde Jordan Dumais. Exemple, c'est des joueurs que, le moment qu'ils ont fait le saut dans la Ligue américaine, par exemple, on recherchait cet aspect physique de leur jeu. On leur demandait de s'impliquer plus physiquement parce que dans la LHJMQ, l'offensive ou le style qui était joué avant cette année, exemple, était plus un style axé vers le périmètre et sur les avantages numériques. Tandis que là, on veut voir ces jeunes joueurs-là, puis c'est les conseils qu'ils ont reçus de leurs agents, d'aller s'impliquer plus dans les zones payantes, d'aller se pousser le long des rampes puis démontrer leur jeu physique. C'est ça qu'on voit de Xavier Villeneuve en ce moment. C'est ça que j'aime beaucoup parce que déjà là, 20 points en 12 matchs pour un jeune défenseur éligible au repêchage, c'est Zane Parek et rien d'autre qui a fait ça dans son année de repêchage depuis des années. Donc, il est déjà sur un élan incroyable offensivement. Mais comme Marty l'a dit, c'est son jeu défensif et son jeu en zone neutre qui va vraiment faire en sorte qu'il va être un choix de premier tour ou non. Et si les DG de la Ligue nationale font la même erreur avec lui qu'ils ont fait avec Lane Hudson, ça va être la même réaction 3 ou 4 ans à partir d'aujourd'hui où on va se dire comment il a pu glisser à ce moment-là. Parce que, je m'excuse, il est 5 pieds 10. Cool. Mais il est capable il est capable d'aller utiliser son talent pour prendre contrôle d'un match d'une façon tellement évidente. Quand il monte la rondelle, tout le monde tourne autour de lui, tout le monde gravite autour de lui. Et même quand c'est en zone offensive, la façon qu'il est capable de bouger de façon latérale, tu l'as dit, Lane Hudson, parce que c'est la première chose qui vient à la tête. C'est un défenseur avec un coup de patin latéral élite. Et ça, quand tu es un gars qui va jouer sur l'avantage numérique, quand tu es un gars qui va être capable de garder la pression à 5 contre 5, c'est des atouts indéniables. Tu as absolument besoin de ça. Puis lui, c'est déjà, selon moi, en termes de sa compréhension de jeu offensive, je pense que c'est déjà un niveau qu'un défenseur élite se ferait choisir dans un repêchage. Donc, pour moi, il devrait être là. S'il y avait 2 pouces de plus, on parlerait d'un joueur qui pourrait être sélectionné dans le top 10. C'est ça que je vois dans lui et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage-là. Puis, Justin Carbonneau, il me l'avait vanté un peu. Il dit
oui, il est petit, mais il joue gros. C'est un joueur que si tu as besoin de lui, il va jouer gros puis il va continuer à améliorer sa capacité de jouer gros. Puis, je lui parlais de OK, vous voulez aller loin. Cette année en série, vous voulez la Coupe du Président, vous voulez la Coupe mémoriale. Il dit ouais. Puis ça va être Zav qui va gérer ça en défense. Vous allez tout voir. Donc, il y a beaucoup de confiance à l'interne avec Blainville-Boisbriand tant qu'à son développement cette année. Moi, j'ai très hâte de voir ce qu'il va être capable de faire en avril. Un qui passe peut-être un petit peu sous le radar, peut-être en raison des insuccès des Remparts de Québec, mais c'est tout premier choix repêchage 2024. Maddox Dagenet, je sais qu'il a été beaucoup blessé l'an passé. Ça n'a pas été une saison ratée, mais il a raté beaucoup de temps. Il a l'air de quoi cette année avec les Remparts, Dagenet? Je pense que ça a été plus long un petit peu pour Maddox Dagenet. Là, ça va peut-être un peu mieux. Là. Je dirais dans les 4 ou 5 dernières rencontres, il s'est remis peut-être un petit peu en marche. Je pense que le Maddox Dagenet, le talent fait pas de doute. T'sais, je veux dire, lorsque tu as un joueur de 6 pieds 4 pouces qui a le coup de patin et les mains que ce gars-là possède, t'as pas le choix de vouloir un joueur comme ça dans ton équipe. Maintenant, moi, ce que je veux voir un petit peu plus de Maddox Dagenet, c'est au niveau de la compréhension que je me pose un peu plus de questions. Je trouve qu'au niveau du positionnement, c'est pas toujours idéal. C'est pas toujours... ça peut arriver que défensivement, il y a peut-être un peu plus de problèmes. Je pense que c'est pas un hasard si Éric Veilleux fait confiance davantage à un Nathan Quinn, par exemple, au sein comme premier joueur de centre. On s'entend, Nathan Quinn, il y a certainement pas le profil de Maddox Dagenet, même s'il est un an plus vieux. Donc ça, je pense que ça en montre beaucoup. Là, la bonne nouvelle, c'est que justement, depuis 5 ou 6 rencontres, ça va mieux. Il a peut-être repris un peu son jeu d'un cran. Justement, est-ce que Veilleux a passé des messages et que ça l'a aidé un Dagenet? On va souhaiter. Donc, lui, tu vois, j'ai très hâte de le voir dans le match de mardi. C'en est un autre, ça, je pense, qui aime avoir les projecteurs braqués vers lui, veut montrer justement qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc, on va prendre des notes. Là. Si tu veux jouer ce genre de game-là, tu dois toujours être en mouvement. Tu dois toujours chercher le trou dans la couverture. Tu dois toujours essayer de t'insérer, spécialement avec un gabarit comme ça. Et je pense qu'au début de saison, moi, j'ai regardé un match ou deux en début de saison, puis après ça, j'ai regardé qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine. Puis je me dis, OK, il y a eu un déclic, il y a eu une conversation, parce que là, tu le vois mieux se positionner, mieux supporter l'attaque. Il s'en va au filet, la zone dangereuse. C'est ça que tu as besoin vraiment pour être capable de créer de l'offensive sur une base régulière avec le genre de talent, le skill set que lui, il a. Et je pense que le moment où les Remparts, ça va commencer à cliquer offensivement sur une base régulière parce qu'ils ont eu un peu de misère en début de saison, je pense que c'est là où tu vas commencer à avoir ses qualités ressortir un peu plus. Un match comme celui qui va être diffusé aujourd'hui, aujourd'hui, le moment que vous voyez tout ça, je pense que c'est là où tu vas être capable de voir ces habiletés-là plus en détail parce que quand il y a moins de contact et c'est plus amical, c'est là où tu es capable de voir tout l'emploi qu'il peut avoir sur une glace, tout l'espace qu'il peut prendre. C'est là où il va vraiment devoir se démarquer avec son talent aussi. Mais quand on va être à janvier, février, mars, je pense que c'est son implication physique aussi qui va rentrer en compte. Parce que c'est là où si tu es capable d'utiliser ton corps à ton avantage, on le dit tout le temps dans le junior, un gros bonhomme qui est capable de prendre avantage des petits joueurs dans la ligue, dans une ligue inférieure, c'est attendu. Tu t'attends à ça. Puis c'est vraiment ses habiletés, son QI hockey, puis son travail qui va le rendre un joueur d'exception dans les rangs professionnels. Mais là, tu dois te baser sur la base dans la GMQ. Tu es 6 pieds 4, tu as un gros gabarit, tu as un gros reach. Tu dois être capable de l'utiliser parce que quand tu vas être rendu dans la Ligue américaine, tu vas te faire dépasser par des plus petits joueurs qui, eux, oui, ils sont plus petits, mais ils jouent plus gros. Et c'est là où tu veux voir cette progression-là de ce joueur-là. 2 Européens retiennent l'attention cette année. Il y en a plusieurs, là, mais 2 en particulier. Un à Victoriaville, l'autre à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, qui retiennent l'attention. Sont des espoirs de premier plan pour le prochain repêchage de la Ligue nationale. Puis jasais avec le DG des Tigres, Kevin Cloutier, récemment, puis il me disait c'est peut-être les 2 meilleurs euros à débarquer dans la Ligue depuis un bon bout de temps. Je sais pas quelle est ta lecture là-dessus, là, mais on parle ici de Yegor Chilov des Tigres et aussi Oliver Zmurnieks des Sea Dogs. Es-tu d'accord avec cette affirmation-là, Marty?
Ouais, moi je pense que j'ai fait le recensement parce qu'à un moment donné, on m'avait dit Shilov est probablement le meilleur Européen à débarquer dans la LHMQ depuis 10 ans. Là, 10 ans, je me disais, c'est peut-être un peu extrême. Là. Il y a quand même eu Nico Hischier qui est un premier choix au total, mais je pense que depuis Hischier, c'est le meilleur. OK. Shilov est très impressionnant. C'est drôle hein, parce qu'au début, j'étais pas vendu. Oui, il y a des bonnes mains, on est d'accord, il y a un bon lancer également et tout ça. Tu peux voir le talent. Aussitôt que la rondelle, lui également, super mobile, capable de bouger d'une direction, capable de changer de direction très rapidement. Il est excellent. Et ce qui me dérangeait un peu, c'est que je trouvais qu'il était pas super intense au début. Moi, je me disais, écoute, j'aimerais voir plus d'implication, j'aimerais voir qu'il soit dans les coins un peu plus, j'aimerais le voir s'impliquer un peu plus dans les replis défensifs et tout ça. Un peu comme Alexei Vlasov, son coéquipier, là, lui, il a l'intensité, lui, il a la coup de patin. Puis plus je me suis mal regardé, plus j'ai commencé à faire... Au moins, Shilov est intelligent. C'est toujours quelqu'un qui va aller se positionner. Il va toujours bien supporter ses défenseurs. Il va toujours être en mesure de bien fermer le centre. Il est très rarement en position. Donc, tu sais, très souvent revient. C'est le premier qui se replie, tout ça. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à me dire, OK, il est peut-être pas aussi intense que d'autres, mais un peu comme un Nick Suzuki, là, il est très intelligent. Il va être toujours bien placé, donc c'est pas nécessairement grave s'il couvre ses options, s'il est toujours bien placé pour que le jeu soit relancé de l'autre côté. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc je pense que Shilov, dans un match comme celui des meilleurs espoirs à Sherbrooke, puis c'est drôle hein, parce qu'il va jouer dans la même équipe que Xavier Villeneuve. Je pense on est en droit de s'attendre à beaucoup de flamèches. Puis on va voir aussi sans ses partenaires de trio parce que Alexei Vlasov et Corneille Korneev, eux, sont dans l'autre équipe. Donc, ça va être intéressant de voir comment il va pouvoir se débrouiller. T'sais. Moi, j'ai aimé la quote. Au moins, il est intelligent. Morniax, lui, Marty. Murniak, c'est un peu... Soit lui, c'était un de mes préférés dans la USHL l'an dernier, au point où, avant que la saison commence, je l'avais dans mon top 10. Là, je l'ai descendu. Là. Mais Murniak, je dirais... Ceux qui suivent le Mondial Junior l'ont probablement vu l'an dernier. Il jouait avec la Lettonie. C'était l'un des gros éléments là, sur le premier trio. Murniak, je dirais, là, c'est un fabricant de jeu d'abord. C'est quelqu'un surtout qui va alimenter ses coéquipiers. C'est pas quelqu'un qui tire beaucoup, a vraiment intérêt à décocher davantage. Il a un bon lancer, c'est simplement que c'est pas un instinct. Mais je dirais que Murniak, c'est un gars qui est intelligent. Lui également, garde pas la rondelle longtemps. Il sait comment repérer ses coéquipiers. Il a un bon bâton. Donc souvent très efficace pour aller provoquer des revirements, pour alimenter ses coéquipiers. Il a un bon coup de patin. Donc tu sais, quand tu parles vraiment de faire progresser le jeu, d'amener la rondelle d'une zone à l'autre, il est excellent, Murniak. Là, la question que j'ai un peu plus quand j'ai dit que je l'avais top 10 et que je ne l'ai plus, je pense que c'est un peu ça, c'est que là, je vois peut-être pas le talent offensif pour qu'il soit capable d'aller sur un top 6. Est-ce qu'il a les mains comme un Shilov? Non. Est-ce qu'il a le tir? J'ai mentionné qu'il ne tirait pas nécessairement. Il a un bon coup de patin, mais là, ce qu'on peut voir peut-être davantage, c'est peut-être un genre de centre potentiel de troisième trio. Donc, très efficace dans les deux sens de la patinoire, très intense, quelqu'un qui peut appliquer de la pression, justement, provoquer beaucoup de revirements. Mais est-ce qu'il va avoir le punch offensif pour aller dans un top 6? Plus ça va, on va voir, là, la saison est longue, là, mais pour l'instant, je dirais non. Tu sais. Je pense que je dirais la même chose. Il n'y a pas un assez grand nombre de tirs. La fréquence de tir n'est pas là pour moi. Puis dans des rangs comme ça, avec la vitesse que tu as puis la capacité de transporter la rondelle, oui, il est capable de fabriquer ses jeux. Je pense que c'est là où son offensive au rang professionnel va venir, c'est en transition. Ces joueurs-là, il y en a beaucoup dans la Ligue nationale où c'est leur capacité de transport de rondelles qui va faire en sorte qu'ils ont des points. Une fois que tu arrives dans la zone, après ça, tu as d'autres joueurs avec qui sont entourés qui vont être capables d'ensuite en prendre l'avantage. Moi, je pense avec le Canadien, Alex Newhook est un exemple direct. Fin transporteur de la rondelle, mais fabricant de jeu, ça dépend. Donc, c'est un peu de la même image que ça. La seule chose que je dirais, par contre, c'est que la façon qu'il est capable de contrôler la zone neutre me fait penser que ça va être un jeune qui, lui, rendu dans la Ligue américaine, on va le mouler comme un centre défensif. Je pense que ça va devenir ça. Parce qu'il a toutes les qualités. Un bon bâton, très actif, il voit très bien le jeu, toujours le premier à se replier. Il y a tous ces aspects-là, même si on le voit comme un joueur offensif déjà, il y a déjà les aptitudes pour le faire, puis on le voit ici et là aussi dans le junior. Mais pour moi, je suis un peu d'accord. Pour moi, s'il continue sur sa base offensive, même s'il est proche d'un point par match, un but, pas assez, rendu à ce stade-ci de l'année, je crois que c'est un joueur qui pourrait sortir dans le deuxième, sinon troisième tour. On verra comment la saison progresse, bien sûr. Mais je vois ce joueur comme étant un joueur safe pour les rangs professionnels. Mais comme Marty, je doute
du potentiel top 6. OK, on va compléter le survol parmi les cas intéressants à surveiller avec Ryan Chudzinski des Wildcats de Moncton. Lui, c'est un Américain, Marty, qui a choisi de venir jouer dans la LHJMQ, a été séduit parce que les Wildcats avaient offert. Ouais, les Wildcats, c'est assez intéressant. Là, on doit avoir, écoute, je pense que la moitié de l'équipe, c'est des Américains qu'on a été capable d'amener en raison du fameux règlement de la NCAA. Quelques choix au repêchage de la LNH, notamment. Là. Et Ryan Chudzinski, c'est peut-être le plus célèbre dans ce groupe-là. C'est un late, donc ça veut dire qu'il est né à l'automne 2007, sauf que l'an dernier, on a joué 2 matchs avec le programme américain des moins de 18 ans. Donc ça, tu dis que c'est un joueur de haut profil que t'attires dans ton organisation. Chudzinski, dans les Américains, c'est peut-être le plus connu là, dans les joueurs admissibles au repêchage. Et pour l'avoir vu un petit peu, là, Chudzinski, je dirais que c'est un gars très complet. Encore là, je suis pas sûr qu'il ait un talent top 6 au niveau offensif, mais c'est quelqu'un qui va au filet. Il est intense, il a un bon gabarit quand même, donc capable d'aller chercher de l'espace, capable de prendre la rondelle et se faufiler dans les zones dangereuses, de se trouver des espaces libres et tout ça. Aime aller au filet, donc justement de faire dévier des tirs, de s'impliquer à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il a les habiletés d'un Shilov? Est-ce qu'il est capable de tricoter, de passer des feintes à 2 ou 3 joueurs et de créer vraiment des choses offensives incroyables? Moi, pour l'instant, je le vois pas, mais tu vois, je pense que dans le match de ce soir, pour ceux qui vont le regarder, c'est peut-être un joueur qui va devenir l'un des favoris parce que justement, il est très complet à tous les niveaux. Pas beaucoup de faiblesses, mais en revanche, là, c'est ça, le petit côté spectaculaire offensivement. Moi, personnellement, je le vois pas pour l'instant. Reste à voir. Moi, je pense que tu commences une nouvelle ligue aussi. Là, c'est pas nécessairement fameux non plus pour un joueur de commencer avec une nouvelle ligue. Moncton a perdu beaucoup de joueurs aussi. Donc, c'est un peu ça. La même équipe que l'année passée. Non, c'est ça. Fait que je peux comprendre ce contexte-là aussi. Personnellement, 5 buts en 6 matchs, tu t'attends un peu plus côté fabrication du jeu, mais c'est un joueur qui est capable de quand même la mettre dans le filet. Moi, ce que je veux voir, c'est l'évolution de ce joueur-là. On en parle aujourd'hui en octobre. Moi, j'aimerais en parler peut-être plutôt en décembre pour voir la progression, parce que c'est vraiment là où tu vas voir s'il était capable de vraiment s'ajuster à la vitesse de la LHJMQ puis au style de la LHJMQ qui elle-même est en train de changer en ce moment avec tous les nouveaux imports qu'on a eus et les Américains qui arrivent. Donc, pour moi, c'est une période étrange dans la LHJMQ parce que le style change aussi. Par contre, moi, ce que je trouve qui est intéressant, encore une fois, un joueur qui est projectible, safe, comme je dirais. Donc, c'est un joueur qui est capable d'aller au filet, qui est capable de causer du trouble, qui joue son physique, qui est complet déjà. Je pense que c'est un joueur qu'on pourrait aussi voir dans les mi-rondes, 3e, 4e, 5e, avec des clubs qui cherchent à se grossir un peu. On va compléter justement le podcast avec la tradition. On finit le podcast avec l'espoir de la semaine que notre ami Marty nous présente. Alors, qui est-il cette semaine, Marty? Ouais, alors cette semaine, j'ai pris l'espoir. Je voulais parler la semaine dernière. Finalement, j'ai changé d'idée. Tu as été influencé. Exact. J'ai été influencé par mon influenceur à ma gauche. Mais donc là, j'ai pris JP Herbert, un gars dont les auditeurs du podcast La Relève et également de Processus me parlent depuis 2 ou 3 semaines. Pourquoi? Parce que JP Herbert est le meilleur pointeur. On s'entend, c'est un joueur admissible au repêchage 2026. Il est le meilleur pointeur tout court de la WHL en ce moment. 24 points en 11 matchs. À l'exception de Tejengin, là, qui a disputé simplement un match, c'est le seul joueur de la Ligue qui a 2 points par match en ce moment. Wow. Et JP Herbert, un peu à l'instar de Chudzinski dont on vient de parler, c'est un gars qui devait aller avec le programme américain des moins de 18 ans et a fait faux bond, finalement. Lui, c'est un joueur natif du Texas et décide d'aller jouer avec les Blazers de Kamloops dans la WHL. Et moi, de l'an dernier, je trouvais déjà que c'était un bon joueur dans les 2 sens de la patinoire. Donc, très responsable, va aller appliquer la pression au bon moment, toujours bien positionné, capable d'aller au filet. Donc, j'aimais bien le côté vraiment dans les 2 sens. Défensivement, c'est quelqu'un qui se repliait bien, toujours un bon marquage sur les joueurs adverses. Je voyais pas nécessairement un gros potentiel offensif. Je me disais, bon, est-ce qu'il y a peut-être un potentiel justement de 3e trio? Donc, je l'avais placé dans mon 2e tour. Sauf que là, pour l'avoir vu un peu plus, il a ajouté beaucoup de cordes dans son arc. Premièrement, c'est un gars qui a des bien meilleures mains que je pensais, donc capable d'aller se glisser dans les zones libres et là, capable de faire
des bonnes passes. Il joue avec un ailier que moi j'adore, Nathan Bain, un espoir des Blackhawks de Chicago, et il est capable vraiment de le trouver, là, ça va quand même très bien. Mais surtout, je dirais la grosse force de Herbert, c'est en avantage numérique. C'est là qu'il va chercher beaucoup de ses points, un peu à la Cole Caulfield, je veux pas exagérer, mais il a un excellent tir sur réception à gauche. On va l'utiliser là. Le schéma d'avantage numérique est orienté autour de lui. On tente d'ouvrir les lignes de passe pour qu'il puisse décocher. Il est capable de marquer beaucoup de buts. Donc, moi, personnellement, il a grimpé dans ma liste à cause de cet élément-là. Je peux voir le côté intensité, je peux voir le côté défensif. Mais là, en plus, il est capable de tirer. Là, tu dis, bon, tu sais, on parlait de talent top 6. Peut quand même voir quelque chose, surtout s'il est bon défensivement. Ouais. Les entraîneurs vont donner une chance à un Herbert plutôt qu'un autre gars qui est peut-être meilleur offensivement, entre guillemets, mais moins bon défensivement. Donc, c'est très intéressant. J'ai vraiment hâte de le suivre pour le reste de la saison. Et non, c'est un espoir qui est à surveiller. Peut-être pas de dire top 10, parce que des gens me disaient, écoute, j'ai sorti mon top 10, c'était le préliminaire. Bon, c'est trop. Ouais. Et là, les gens me disaient, écoute, c'est n'importe quoi, tu l'es pas dans ton top 10. Mais donc, je pense pas qu'il y ait le talent pour ça. Mais top 20, ça se défend. Ouais, moi, j'ai eu 2 recruteurs amateurs qui m'ont dit entre 10 et 20 à date. Donc, mais c'est tour dans la saison, hein? Des high risers, on voit ça. Ouais, mais tu sais, moi, je me base aussi sur les fameux late risers en avril. Tu sais, les Beckett Seneca et compagnie, Kotkaniemi d'ailleurs, qui montent à la fin aussi. Donc, je me garde toujours une petite gêne pour les jeunes attaquants, spécialement, là, qui font très bien dans les premiers mois de la saison. Par contre, dans ce contexte-ci, c'est pas un joueur qui a tant d'expérience dans la WHL. Il vient de faire le saut du programme américain pour venir jouer dans la WHL. Donc, il fait juste ses premiers 11 matchs en ce moment et il a quand même 11 buts. Puis on dit, oui, il est très bon en avantage numérique, absolument. Mais ses statistiques avancées à 5 contre 5 sont excellentes. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ce joueur-là. C'est que déjà, à son jeune âge, il y a plusieurs couches à son jeu. Pas nécessairement juste l'offensive. Puis une des choses que Marty a parlé, c'était ses mains. Sa capacité de gagner, puis ça parle à son intelligence et ses mains, sa capacité de gagner de l'espace à 1 contre 1 à cause de ses mains, à cause de l'intensité avec laquelle il joue, force les défenseurs à reculer, ça l'ouvre des champs de passe et c'est là qu'il est capable de trouver ses gars. Je pense que c'est vraiment ces éléments-là, encore une fois, des atouts professionnels qui fonctionnent. Puis ça, c'est ce que j'aime de la WHL. C'est une ligue plus physique en général que les autres 2 ligues canadiennes. Puis ça, c'est un joueur qui n'a pas peur d'aller dans les coins, pas peur d'aller chercher la rondelle, de faire le jeu, de s'ouvrir. Et tu sais, oui, en avantage numérique, on le cherche, il y a le tir sur réception, absolument. Mais quand il n'y a pas le tir sur réception, il est toujours apte à faire le prochain jeu. Et ça, c'est ce que j'aime le plus. On a vu des joueurs dans les rangs juniors être les setup guys, les one-timers. Arthur Kaliev, exemple. Tu sais, mais Arthur Kaliev, s'il ne faisait pas son one-timer, c'était fini. Le jeu était mort sur sa rondelle. C'est ça que j'aime avec Herbert. Il n'a pas le positionnement, il a eu des patins, le bâton n'était pas prêt. Pas de problème, le jeu continue. Puis il est capable de faire le prochain jeu intelligent. Donc pour moi, même s'il n'est pas capable, parce qu'éventuellement les clubs vont s'en rendre compte que peut-être on devrait mettre quelqu'un au cercle gauche, mais juste la compréhension de pouvoir se dire c'est quoi la prochaine meilleure option, puis il est capable de penser à ça avant même que la rondelle arrive. Ça, c'est de l'intelligence hockey, puis je suis là pour ça all day, every day. La seule chose que je vais surveiller avec Herbert, puis ça s'applique pour n'importe quel joueur de cette ligue-là, c'est faut que je situe un peu mieux comment le calibre de la WHL est en ce moment. Parce que on se le cachera pas, dans les 3 ligues, c'est celle qui s'est de loin le plus fait vider de joueurs au détriment de la NCAA. Là. Écoute, les choix de premier tour, là, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, alors qu'avant, il y en avait un paquet. Donc, ils dominent, mais les équipes sont plus faibles. Et on parlait de jeu physique. Moi, je trouve que c'est moins physique, mais parce que c'est moins rapide également. Donc, je vais voir. J'ai pas encore cette réponse-là, mais ça va être quelque chose qui va être à surveiller cette année aussi. À quel point le calibre est plus faible ou moins faible que l'an dernier. Tu sais. Les gars, vous avez été excellents. On va pouvoir enregistrer. Votre absence de réaction m'impressionne. J'ai pas le droit de sacrer. Hein.
Oui? Tu veux-tu mettre genre un beat? Tabarnak! Non, c'était super. Merci pour votre présence, messieurs. Bonne semaine. Je sais que Marty, tu seras à Sherbrooke pour le match des espoirs. On aura assurément un compte rendu de tout ça dans l'épisode de la semaine prochaine. Absolument. On part aussitôt après l'épisode. On va être capable de parler justement à certains espoirs. Xavier Villeneuve, Yegor Shilov, peut-être Charlie Morrison, des gars comme ça. Donc, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de suivre ça toujours de l'intérieur. Donc, bien hâte de voir du hockey en personne. Merci, Marco. On se reparle la semaine prochaine. Toujours un plaisir, tout le monde. Salutations à notre ami Olivier Paiement à la réalisation, montage de cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. You win. Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico.